Il est 9h20, toujours en direct sur TV Finance et il est temps, comme promis, de retrouver notre invité. Il s'agit d'Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Bonjour. Bonjour. Alors on va faire avec vous un petit tour du monde de l'actualité financière parce qu'il se passe beaucoup de choses en Europe, je l'ai dit tout à l'heure au Brésil, en Chine, aux États-Unis. Bref, ça bouge partout. Le CAC réagit parfois, hier mal, là ça commence un peu à corriger. On va peut-être commencer avec l'Italie, qui est peut-être ce qui pèse le plus en ce moment. Oui, c'est ça. En tout cas en Europe, ces dernières heures, c'est l'Italie. Ces derniers jours, c'est l'Italie. Et ça a pris une nouvelle tournure hier avec des spreads qui se sont à nouveau écartés fortement avec l'Allemagne. Le repère, c'est ça en fait. C'est pas seulement les taux qui grimpent. Les taux qui grimpent, on a pu avoir à une époque récente des taux qui grimpaient Allemagne, France, Italie dans le même sens, parce qu'il y avait des velléités de la BCE de donner une guidance plus précise sur l'inflation. C'était pas vraiment un problème. Là où ça pose problème, c'est quand vous avez le 10 ans italien qui est à 300 points de base du 10 ans allemand. Et là, il y a un vrai problème parce que vous avez une divergence forte au niveau des taux. Et on voit surtout que c'est un mouvement qui, pour l'instant, reste encore très proche, enfin très lié à l'Italie, qui est cantonné à l'Italie, pardon. Il y a peu de contagion sur l'Espagne, peu de contagion sur le Portugal, mais ça n'empêche pas quand même les investisseurs de se montrer prudents. On voit sur la partie action avec le CAC, le DAX, et on voit que les taux également de l'Espagne et du Portugal, même s'ils restent bien en deçà des taux italiens, se redressent un peu quand même. Et donc il y a vraiment cette pression, parce qu'on a d'un côté le responsable politique italien, surtout côté Ligue, donc dans cette coalition qui pousse pour que le budget ne soit pas révisé, pour que les objectifs soient maintenus, alors que tous les économistes disent que la croissance prévue est impossible. Et de l'autre côté, on voit très bien que la BCE se garde évidemment de calmer le jeu. Donc il y a un bras de fer qui s'est engagé au niveau de l'Europe, sachant qu'on n'a même pas encore eu le plan détaillé de l'Italie. C'est ça qui pose aussi problème, c'est que pour l'instant la Commission dit, nous on donnera une réponse, quand on aura le plan détaillé, pour l'instant on n'a pas encore le détail de tout ça. Donc, La semaine dernière, on avait quand même eu une bonne nouvelle de la part de l'Italie justement sur la dette. Ils avaient annoncé 2,4 en 2019, oui. 2 puis 1,8. Bon, tout le monde s'était un peu réjoui de ces efforts qui seraient faits. Oui, et puis là, on a le retour de bâton. Oui, ça reste pas soutenable. C'est-à-dire que le problème de l'Italie, c'est pas tellement parce qu'on compare, on a tendance à comparer par exemple la France et l'Italie, le déficit. Alors, effectivement, la France a un déficit plus élevé, mais la dette historique est plus élevée en Italie. On est à 130% de dette par rapport au PIB, un peu au-delà même, alors qu'en France, on est sur du 100%. Je ne dis pas que c'est bien pour la France, mais on a une marge malgré tout par rapport à l'Italie que l'Italie ne peut plus avoir. Et donc tout le problème est là, c'est qu'il y a une dette historique qui est sur une trajectoire qui n'est pas soutenable, et il faut que les budgets qui sont proposés soient en ligne avec quelque chose qui est soutenable. Et pour beaucoup d'observateurs européens, ça ne l'est pas. Donc la question, évidemment que l'Europe va faire des arbitrages sur l'Italie. On sait très bien que l'Europe ne pourra pas dire ok, on va dans le mur avec l'Italie. Donc il y aura une souplesse prévue probablement pour l'Italie, mais la question c'est à quel moment les deux programmes européens et italiens se rencontrent. Et pour l'instant on n'y est pas. Donc tant qu'il y a ce grand écart, mais on a également le grand écart au niveau des Et il faut rappeler que la dette de l'Italie, la deuxième plus importante d'Europe derrière la Grèce. Voilà, donc ça en dit long. Voilà, avec une croissance des plus faibles, une des plus faibles d'Europe, un taux de chômage des plus élevés d'Europe. Voilà, c'est malheureusement l'Italie cumule beaucoup d'éléments. Et contrairement à d'autres pays, l'Italie s'est très peu réformée post-crise de la dette, contrairement au Portugal par exemple. Donc il y a aussi ces questions de réformes qui n'ont pas été faites et on peut comprendre que certains pays qui eux ont fait des efforts se disent il n'y a pas de raison que l'Italie bénéficie d'un traitement de faveur particulier. Mais l'Italie c'est la troisième puissance économique de la zone euro et on ne peut pas évidemment faire comme si le pays n'était pas là, et heureusement d'ailleurs, mais il faut trouver un compromis et pour l'instant on voit qu'on n'est pas encore près du compromis. Il y a le FTSE à Milan aussi qui souffre un petit peu. Comment on peut l'analyser ça? Ça c'est déjà depuis l'élection en fait. Depuis l'élection italienne, le FTSE a commencé à FTSE MIB donc pour la partie italienne a commencé à baisser. Et là le problème c'est qu'on est maintenant sur une zone technique ou dans une zone technique qui est assez dangereuse parce qu'il y a plusieurs sommets sur les dernières années. En fait tous les sommets post-crise des subprimes aux États-Unis, 1, 2, 3 sommets. Et puis ensuite vous avez un support, là aussi sur les plus bas post-crise des subprimes. Mais les supports quand vous les reliez, ça donne un point de contact si on devait décrocher autour de 16 000 points. On est à 20 000 aujourd'hui. Donc ça vous laisse imaginer ce que le marché peut faire si ça commence vraiment à patiner sur l'Italie, ce qui est déjà le cas, et si ça commence vraiment à se durcir. Donc le risque il est qu'il y ait très peu de support finalement sur le FTSE MIB, avec des taux qui flambent et des actions qui flanchent. Le risque maintenant, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'on voit que ça migre un peu sur le reste quand même. La question CAC DAX, le DAX un peu bas de 3 ou 4 semaines. Mais justement, voilà, je vais vous demander le DAX, comment il réagit? Parce qu'on voit le CAC que ça réagit mal, oui. Moins 1,10% hier, alors le DAX? Alors le problème c'est qu'on a sur la partie européenne il y a l'Italie, mais aussi le DAX qui est pris entre deux feux, qui est pris entre le feu italien et le feu américain, et le feu américain-Chine surtout. Et on voit bien que là-dessus, c'est ça qui stresse aussi en partie le DAX, parce que les valeurs qui baissent beaucoup dans le DAX, le constructeur automobile par exemple, ce sont toutes les valeurs de production, les valeurs manufacturières, qui étaient très exposées à l'international, et comme ça se tend fortement entre les États-Unis et la Chine, ce sont des valeurs qui n'arrivent pas à redécoller. Et donc on a un DAX qui graphiquement, malheureusement, n'envoie pas de signaux bullish, pas de signaux haussiers pour l'instant,
l'instant. C'est-à-dire notre scénario, de faire attention à ce rebond qu'on a vu pendant quelques jours là, en septembre. On disait il ne s'appuie pas sur des bases ni techniques ni fondamentales solides et il y a de fortes chances que ce soit un pullback avant retournement baissier. C'est ce qu'on est en train de voir et malheureusement les configurations graphiques pour l'instant du DAX donnent plutôt des projections sous les 12 000 points et même probablement vers les 11 600. C'est les premiers gros niveaux techniques, c'est vers 11 600. Donc moi, je pense qu'il y a des chances que l'indice allemand dans les semaines qui viennent aille chercher ces zones de prix. Mais justement, quel niveau atteindre et fixer sur ce CAC et sur ce DAX dans ce contexte très compliqué? Alors, le CAC, qui en plus cette figure épaule tête épaule sur une phase assez longue d'un an et demi, donc ça crée une pression baissière, mais comme tout le monde a eu cette figure, il y a aussi un effet un petit peu, on ne va pas aller finaliser une figure qui est trop évidente. Donc je pense que le marché peut d'abord décaler par des petits niveaux techniques, mais petits, si on lâche au niveau actuel, le plus bas suivant, c'est le plus bas annuel. Donc je pense que le plus bas annuel est dans le viseur du DAX, et sous le plus bas annuel, il y a une ancienne oblique, donc qui est vers 11 600. Et pour le CAC, on voit ces allers-retours depuis plusieurs mois. Le dernier aller-retour était assez violent quand même. On a fait plus de 300 points, on relâche plus de 200 points maintenant. Je ne vois pas pour l'instant, à moins encore une fois, tout dépend d'Italie. Si on reste dans ce contexte pendant quelques jours encore, que les États-Unis et la Chine ça n'avance pas, je ne vois pas de rebond sur le CAC. Techniquement, il n'y a pas les bases pour l'instant pour rebond. On est sous les moyennes de prix 50, 100 et 200 jours. On est dans un bas de triangle sur lequel on bute justement. C'est ça, cette amplitude qui décroît. C'est un triangle dans lequel nous sommes. On est en train de taper le bas du triangle. Et ensuite, il y a les plus bas précédents, 5250. Donc je pense qu'il y a un risque d'aller là dans les jours qui viennent. Tant que le contexte reste comme ça, c'est 5250. Et probablement, si on retombe à 5250, comme c'est la troisième fois qu'on y retournera, je pense qu'il y aura cassure. Et derrière, il y a un petit gap qui s'était formé en avril, enfin un gap important même en avril, à 5140. Donc moi, je pense que tant que ce contexte reste en place, s'il n'y a pas un game changer, s'il n'y a pas un trigger, un déclencheur à un moment donné d'un changement politique dans les déclarations et autres, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas visé les 5140 points. Bon, c'est des très bonnes nouvelles tout ça. On va faire un point sur la Chine maintenant. Il y a eu un mouvement de la Banque centrale ce week-end qui n'a pas vraiment rassuré les marchés. Le yuan qui baisse. Compliqué? C'est compliqué parce qu'on voit très bien à quoi joue la Chine. Elle envoie des signaux aux États-Unis en disant voilà, vous avez appliqué les droits de douane, mais nous on laisse filer. Alors la Chine va dire non, on ne laisse pas filer à 100%. Alors c'est vrai, c'est pas vrai. La Chine laisse un petit peu filer son yuan, mais on voit quand même qu'elle a fait quelques efforts parce que la taille du bilan, enfin pas la taille du bilan, pardon, les réserves de change de la Banque centrale chinoise ont un petit peu baissé. Ce qui veut dire qu'elle défend un peu quand même sa devise. Mais entre beaucoup la défendre et empêcher qu'elle chute et la défendre un peu, la laisser un peu filer, c'en est un peu entre les deux. Et on voit les taux US également qui se redressent. Les taux US se redressent, il y a probablement des anticipations d'inflation. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des mouvements sur le marché obligataire d'une Chine qui allégerait un petit peu ses positions ou d'autres pays qui allégeraient un petit peu leurs réserves de bons du Trésor américain? Donc la Chine en tout cas a bougé, la Banque centrale a bougé ce week-end, mais elle l'a fait au mauvais moment. Après une semaine de fermeture des marchés chinois, alors que Hong Kong avait baissé toute la semaine précédente, et elle annonce on va baisser les ratios de réserve obligatoires des banques. C'est la 4e fois cette année qu'elle le fait, et les 4 fois où elle l'a fait cette année, il n'y a pas de réaction haussière des marchés derrière. Dans une phase où le marché est stable, c'est un catalyseur haussier quand on baisse les ratios. Dans une phase où les tensions sont toujours très fortes entre les États-Unis et la Chine, c'est plutôt un facteur de stress. Donc tant que ça ne bouge pas au niveau des lignes commerciales, plus la Banque centrale chinoise va baisser ses ratios, plus sera perçu comme un signe de fébrilité, de crainte pour l'économie. Et ça, il y a peu de chances que ça provoque un rebond, tant que ça ne vient pas de l'aspect commercial. On va conclure maintenant en parlant de ce qu'on appelle les techs, avec des mouvements de repli assez marqués aux États-Unis et en Europe sur des titres en plus un peu majeurs. Oui, voilà, c'est vrai que ça a quand même commencé côté US, et puis ça a migré sur la partie européenne avec ST Micro et autres. Là, effectivement, c'est titres majeurs. Vous avez raison de le dire parce que le dernier étage de la fusée pour les marchés US, c'était les techs. Et pas toutes les techs. Quelques très grosses techs. Et on a eu plusieurs séances où il y avait des baisses sur Amazon, sur Netflix, sur Facebook. Sur Google aussi. Voilà, Google. Mais pas sur Apple. Mais pas sur Apple. Et là, depuis quelques jours, le changement, c'est que Apple baisse un petit peu aussi. Et là, on voit, quand Apple baisse, le Nasdaq baisse, le S&P baisse, le Dow Jones baisse. Donc, comme si le marché, ce qui est assez hallucinant quand même, dépendait d'une très grosse tech qui est Apple. Évidemment qu'Amazon baisse, ça pèse 800 milliards, donc ça fait 900 milliards maintenant, un peu plus même. Ça fait baisser le marché. Mais on a quand même senti que c'est l'inflexion d'Apple qui a commencé à générer une inflexion sur l'ensemble des techs aussi. Et là aussi, graphiquement, si on donne une projection, le Nasdaq 100, qui est la bonne référence pour les techs US, je pense qu'on peut aller chercher par rapport au niveau actuel 300 points plus bas à peu près. Il y a un double top qui est en formation. Ça peut un peu consolider, mais double top formation, veut dire projection baissière. Si on projette par rapport au niveau actuel, c'est 300 points plus bas, donc 7100 points. Donc voilà, je pense qu'on peut avoir encore un bon 5-6% de baisse, au moins à court terme sur la partie tech US. Et les taux, justement, US, on voit un petit mouvement de hausse? Oui, un bon mouvement. Alors effectivement, c'est pas la panique, mais effectivement, côté
baissent, tous les taux se redressent, et tous, cette fois-ci c'est important, c'est pas que les taux, à une époque on avait que les taux courts qui se redressaient, parce que crainte sur la Fed qui relève plus vite ses taux par rapport aux autres, donc il y a surtout les taux courts qui se redressaient, ce qui aplatissait la courbe de taux. Là, tous les taux grimpent, le 2 ans, le 10 ans, le 30 ans, et la courbe de taux s'est un petit peu repentifiée, donc pour dire, formidable, il n'y a plus de crainte, si la courbe de taux se repentifie, c'est que la croissance, c'est que c'est plus un signe de crainte de la Fed, mais c'est un signe que la croissance est bonne. Et c'est là que le marché a mal réagi. C'est quand même assez paradoxal. Normalement, c'est quand une courbe de taux s'aplatit qu'on craint les récessions. Ben là, c'est la courbe de taux qui se repentifie et le marché action a commencé à baisser à ce moment-là. Donc, surveillez ça parce que pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de. On est à 3,25 ce matin, donc nouveau plus haut depuis 2011 pour le 10 ans américain, nouveau plus haut ce matin où on se parle. Donc, attention parce que pour l'instant, le marché n'apprécie pas cette dernière rampe sur les taux. Eh bien, merci beaucoup, Alexandre Baradez. Bon, on aurait aimé donner un peu plus de bonnes nouvelles, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Je rappelle que vous êtes chef analyste chez IG. On se retrouve tout de suite.